Les gars, c'est chaud. Le président Gbagbo va parler encore. Il dit, là, il est en train de réunir son comité central ce samedi-là. Il va bailler, il va parler encore aux Ivoiriens. Il dit, ce qui arrive là. Ce qui arrive là. Je comprends pourquoi Ouattara, Alassane Ouattara, il est en exil. Il a fui pour aller en exil. Voilà, il passe trop de temps en France. On va parler de ça. Chers frères, prenez vos tabourets. Alassane Ouattara est devenu un exilé. Je ne sais pas si c'est un exilé politique comme nous autres ou c'est un exilé quoi. Parce qu'il a passé le même nombre de temps ici en France que nous, les exilés ivoiriens. Parce que depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir, il passe plus de temps en France que en Côte d'Ivoire. On ne sait pas si c'est la France qui gouverne ou si c'est la Côte d'Ivoire qui gouverne. Bon, je pense qu'il gouverne Mougin. Il est peut-être le président de Mougin. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Voici un président du Soro Guillaume est arrivé en Côte d'Ivoire. Toi, tu es assis en France. Tu as peur de quoi? Champion, il faut rentrer maintenant. Tu as trop duré en France. Ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? Frère, si tu ne peux plus gérer le pays, là, il faut nous dire. Si tu sais que ta santé là ne va pas. Parce que rien ne nous dit. Vous n'arrivez pas à nous expliquer exactement ce qui se passe avec Vieux là. Voilà, vous n'arrivez pas à nous expliquer. Bon, les Ivoiriens, vous-même là, en cas d'amusement de côté, Ouattara, il est le président de la France ou bien il est le président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Alassane Ouattara passe plus de temps en France qu'en Côte d'Ivoire? Et puis tu vas voir des moutons qui vont venir justifier ça, il est libre. Non, il n'est pas libre. Hein. Il n'a pas été élu pour gouverner la France, il a été élu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il a été élu pour s'asseoir en Côte d'Ivoire pour gérer le pays. Certains me diraient non, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il est en France, il gère le pays. Non, ce n'est plus lui qui gère le pays parce qu'il est considéré comme un exilé. Voilà, il est exilé en France ici, c'est la France qui gère le pays en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On dit même qu'il sera en Côte d'Ivoire. Tu vois, le président Gbagbo Laurent en 2000, en 2002, lorsque le premier coup de fusil a été tiré en l'air, on lui a dit, Monsieur le Président, le pays est attaqué par des assaillants. Que la France demande à ce que tu viens en France, viens t'asseoir en France et tout. On lui a même proposé la Suisse, on lui a proposé les États-Unis. Le président Gbagbo a regardé, il a dit non, que si mon pays est attaqué, c'est que c'est moi en attaque. Voilà, donc je vais prendre mon avion, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. S'il arrive là, ce qui va se passer là, ça n'a qu'à se passer. En 2010, on lui a proposé tout le tout. On lui vient aux États-Unis, tu vas être, je ne sais pas, professeur. Viens aux États-Unis, on va tout te donner. On va te payer des milliards à chaque fin du mois, mais il faut laisser Côte d'Ivoire. Il dit non, bombardez ma résidence, bombardez ma résidence. Si vous voulez là, gassez-moi, mes pays là. Et celui qui gouverne ce pays-là, donc, si il doit gasser dans mon pays. Et puis voilà, le président Gbagbo n'a jamais voulu aller s'exiler à quelque part dans un autre pays. La seule fois que le président Gbagbo s'est retrouvé en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est lorsqu'il a été pris par la France et envoyé à la CPI. C'est là qu'il a passé plus de temps hors de son pays. Mais depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir, il passe plus de temps à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. C'est qu'on se demande, nous les Ivoiriens là, nous on n'arrive pas à comprendre pourquoi Ouattara, matin, midi, soir, il est en France. C'est la France qui gouverne ou c'est la Côte d'Ivoire qui gouverne? Mais cher frère, si tu voulais être président de la France, mais il fallait déposer ta candidature parce que tu as une nationalité française. Tu as une double nationalité. Donc, tu posais ta candidature ici en France, peut-être les gens allaient te voter. Mais tu dis tu veux être président de la Côte d'Ivoire. Tu allais poser ta candidature en Côte d'Ivoire. Tu as échoué. Donc la France a décidé de t'installer de force. Ils t'ont installé. Mais il faut t'asseoir en Côte d'Ivoire pour gouverner le pays. Matin, midi, soir, c'est toi qui prends ton avion, tu viens t'asseoir ici en France. On ne comprend pas. Ou bien le vieux, si tu es malade aussi, tu nous dis. Parce qu'on sait tous que la médecine en Côte d'Ivoire n'est pas efficace. Voilà, donc tous les ministres ont déjà démontré cela. Les candidats camarades nous ont dit qu'ils ont souscrit à des je sais pas quoi là pour pouvoir voyager facilement pour venir se soigner à Paris. Et ils nous ont dit ça, on a compris. Donc on peut comprendre que toi aussi également, c'est par rapport à ça que tu viens beaucoup en France ici par rapport peut-être à ta santé. Mais celui qui te soigne ici là, il faut lui dire qu'il n'a qu'à venir s'installer à Abidjan. Il n'a qu'à venir s'installer à Abidjan. Donne-lui l'argent que tu veux. Tu as des milliards. Donc, donne-lui tous ces milliards-là. Il va s'asseoir à Abidjan là-bas pour te soigner à chaque fois. Mais matin, midi, soir, Alassane Ouattara, mon cœur est chaud même. Je n'ai jamais vu un président d'un pays qui passe plus de temps hors de son pays. Je ne sais pas. Citez-moi le nom d'un président qui a gouverné son pays ou bien qui gouverne son pays en
d'État dans un autre pays. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Donc, chef frère, M. Alassane Ouattara, il faut nous dire la vérité. Ce qui se passe exactement. Il faut nous dire. C'est avec ça là, mais 2025 là, tu as passé plus de temps en France que les autres années. Et avec ça, tu veux qu'on te donne encore 2026. Mais les Ivoiriens même là, est-ce qu'ils savent que le temps que tu passes en France là, ça nous coûte encore plus d'argent que quand tu es en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils pensent que quand tu es en France ici là, c'est gratuit? L'argent que tu dépenses en venant en France ici là, est-ce que les Ivoiriens, ils connaissent la somme? Les gens ne savent pas combien tu dépenses pour vivre ici en France. Et ils ne savent pas. Nous, on n'est rien là. Nous ne sommes rien du tout ici en France. Mais l'argent qu'on dépense chaque jour là, mais c'est énorme pour nous, avec notre maigre moyen. Donc, imaginez le président Ouattara qui va venir s'asseoir ici en France. Et je veux qu'on parle de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal que Alassane Ouattara passe plus de temps en France qu'en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait ici? N'a qu'à nous dire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mais si c'était pour gouverner la France, mais depuis le début, il fallait le dire. Il fallait le dire. C'est foutaise même. C'est foutaise même. Donc, chers frères, chers camarades, on va écouter cette petite vidéo-là jusqu'à la fin. Vous pensez que Laurent Gbagbo a gagné les cœurs de la jeunesse? Je sais. Il a gagné, selon vous? Bah, il a gagné, mais ce qui me fait rigoler en Côte d'Ivoire, ne le prenez pas mal. Je me souviens d'un Ouattara très... Quant à moi, je ne ferai pas plus de deux mandats. Je suis un démocrate. Et l'autre jour, je pose la question à quelqu'un, mais je me trompe, est-ce que ce président est en train de réclamer un 4e mandat? Ou bien c'est un 3e? Ou c'est un 4e? Ou c'est moi qui suis hors temps? Vous savez, il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que on dirait une malédiction pour nos peuples. Dès qu'un Africain a le pouvoir, il s'oublie. Il oublie son peuple. Il veut l'exercer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il ne s'aperçoit plus de ses propres limites intellectuelles, physiques et même émotionnelles. Parce que la politique, c'est aussi de l'émotion. En vieillissant, plus on approche du temps qui vient du départ, plus l'être humain se recentre sur sa propre survie. Qu'ils ne me disent pas qu'eux ne se recentrent pas sur leur propre survie. Le reste ne les intéresse absolument, strictement pas. Et cette fois-ci, on va me dire que c'est de la faute de qui? De la France ou de nous-mêmes? Est-ce que nous nous aimons entre nous assez? Parce qu'il y a ce rôle, quand je disais tout à l'heure, vous dites rien. C'est aussi ça, un leader, le rôle de transmission. Ok? Vous exercez de la politique, vous faites en sorte qu'il y ait un leader qui arrive et vous allez vous reposer, vous passez la main. Vous allez vous asseoir comme je le fais à Paris ou à Douala, quand on vous sollicite, vous parlez, mais vous n'êtes plus la personne qui est forcément en premier plan. On dirait qu'ils ont tellement peur de quitter le devant de la scène qu'ils n'existent que par la scène et que plus rien n'existe derrière eux. Mais les amis d'Alassane Ouattara diront que Laurent Gbagbo est lui aussi toujours sur le devant de la scène. Oui, mais il y a une interruption. Laurent Gbagbo n'a pas fait 4 mandats. Il y a quelque chose d'inachevé. Oui, il y a quelque chose non seulement d'inachevé, mais il a été interrompu. Il y a eu comme une injustice qui s'était abattue sur lui. Qu'il ait besoin de revendiquer cette justice, c'est normal. Mais je reviens sur le cas d'Alassane, qui a fait 3 mandats et qui réclame une 4. Quelle est la différence entre lui et les autres dictateurs? Expliquez-moi. Moi, Petit Paul Biya. Bah, lui, c'est le recordman de la dictature humaine. Bon. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est après moi le déluge. C'est-à-dire, je ne fais rien qui permette à ce que mon peuple puisse être bien hors de moi. Parce qu'il y a toujours un enrichissement à obtenir d'un nouveau chef d'État. Un nouveau chef d'État, même s'il n'a pas la dimension de l'autre, c'est toujours une nouvelle respiration. Et les peuples ont besoin de cette nouvelle respiration, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Encore plus au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. On a besoin... Et on verra après. On a au point au Cameroun, par exemple, où on souhaite même que ce soit le diable. C'est un évêque qui l'a dit. Mais tout le monde est d'accord et moi avec. Mais nous sommes tous d'accord. Même un chat.
Même un chat, on va les faire miaou miaou. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ça? Alors justement, il y a eu un bouleversement politique majeur dans le Sahel qui n'est pas sans lien avec la chute et l'assassinat de Muammar Kadhafi que vous avez défendu en vous faisant beaucoup d'ennemis, on le rappelle. Que pensez-vous des dirigeants de l'AES et plus généralement de la situation dans ces pays, Niger, Mali, Burkina Faso, où il y a le feu, mais aussi le départ de la France? Il y a le feu, oui, ça dépend des régions. J'ai parlé un peu avec, par exemple, de mes amis du Mali. Ils disent que oui, en fait, à chaque fois, vous avez des intrusions des Boko Haram, enfin, tout ce qui ressemble aux extrémistes musulmans, là, mais qui ne gagnent pas de terrain non plus. Hein. Bon. C'est ce que je pense. Ouais. Je pense qu'ils sont courageux. Je pense qu'il fallait essayer cette expérience-là également. Même si on échoue, c'est pas grave, mais on aura essayé. Parce que l'apprentissage ne se fait pas dans la facilité, mais aussi dans les échecs. On tirait des leçons. Ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. L'histoire des peuples d'Afrique par rapport à l'histoire moderne est très récente, même si notre histoire est très vieille par rapport à l'histoire du monde. Donc, nous faisons des expériences. Ils tâtonnent. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que leur peuple les aime beaucoup. C'est aussi une question générationnelle. Ce sont des dirigeants plutôt jeunes. Oui, mais leur peuple les idolâtre. Ce sont les petits-enfants de Paul Biya. Oui, mais on les idolâtre, ils les aiment. Et vous savez, l'amour fait beaucoup aussi dans la construction des nations. Avec cet amour, ils sont capables de remonter les choses les plus difficiles. Bon, on ne peut pas non plus mêler tous les pays, même s'ils se disent de l'AES. Par exemple, le Burkina Faso, de mon point de vue, fait face à plus de terrorisme que le Mali, si je ne me trompe guère. Donc, encourageons ces pays à aller au bout de leur expérience. Et de toutes les façons, à un moment donné, il faut grandir. Ils sont en train de grandir en vivant leur expérience solitaire, en coupant les ponts avec le passé, qu'ils estiment. Peut-être qu'ils reviendront vers ce passé plus tard. Oui, ils vivent pour l'instant en marge de la démocratie élective. Avez-vous le sentiment que ce projet démocratique... Vous n'allez pas m'embêter avec la démocratie quand même, vous. Si. Donc. Non, en tout cas, avez-vous le sentiment que ce projet démocratique est en recul en Afrique subsaharienne? Ou que les gens n'en veulent plus, en tout cas. Vous avez vu où ça nous a conduit au Cameroun? Nous sommes en démocratie. Élective. Oui, en plus, oui. Nous y sommes au Cameroun. C'est pas une vraie démocratie. Ben alors, pourquoi vous nous embêtez avec des démocraties qui ne sont pas des véritables démocraties? Pourquoi on doit se contenter des mots creux, des mots vides, des mots sans sens, des histoires de démocratie qui ne sont pas réelles? Et vous le savez aussi bien que moi. C'est quoi même cette démocratie? Justement, j'aimerais bien revenir à déjà, ce concept. c'est un peu la liberté d'expression. Non, En France, il y a la liberté d'expression. En France, on peut pas dire qu'il y a une démocratie parfaite, mais au moins, il y a une liberté d'expression. Je fais la différence entre la démocratie et la liberté d'expression. On peut avoir un roi à la tête d'une nation et avoir la liberté d'expression. Ouais. Et nous, on a des présidents soi-disant élus et on n'a pas de liberté d'expression. Il y a quelque part une rupture, un hiatus, une dichotomie très nette. Donc, est-ce que l'AES subit plus de régression en matière démocratique que le Cameroun? C'est ça la bonne question. Au Cameroun, y a-t-il une démocratie? Vous commencez à faire une comparaison parce que ce qui est là, c'est qu'il faut faire une comparaison entre ce qui est comparable. Alors, ils ont l'armée. Je pose la question, y a-t-il moins de corruption là-bas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que les pays de l'AES connaissent moins de corruption que le Cameroun, tout en n'étant pas démocratique? Bon, c'est pas difficile en même temps d'être moins corrompu que le Cameroun. Alors... Oui, mais vous pensez que moi, Calixte Beyala, je veux encourager une démocratie fausse? Parce qu'elle est fausse au Cameroun. Vous pensez vraiment que ce mot utilisé par les pires sanguinaires du monde, ce mot, qui est le mot en tant que tel, dans sa définition, est très beau. Mais ce que nos élites en ont fait, vous pensez qu'on peut encore l'utiliser en ce sens-là? Il faut peut-être changer de mots, faire preuve d'imagination et rencontrer les aspirations
réel de ce peuple qui est le plus jeune du monde, c'est-à-dire le peuple africain. Vous avez beaucoup défendu, Khalil Beyala, le droit des minorités visibles, notamment des Noirs, à avoir leur place à l'antenne dans l'audiovisuel français. Vous avez été très actif au sein du collectif Égalité Club Élite, avec entre autres l'acteur Jacques Marcel, qui est malheureusement décédé ces derniers jours. Quel bilan faites-vous de ce combat quand vous regardez le paysage audiovisuel français? Heureusement qu'il n'y avait pas que l'audiovisuel que nous défendions le domaine audiovisuel, politique, culturel, etc. etc. Par rapport, il y a 30 ans, c'est un tout petit peu mieux. Il y a plus d'hommes politiques que noirs, il y a plus d'expression, même si la télévision tente de rester blanche. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque génération, comme disait Frantz Fanon, appartient une mission. Les mêmes ne peuvent pas être là, faire tout, et sans que ceux qui suivent derrière ne continuent le combat, ne continuent la revendication, ou que ceux qui ont accès à des postes comme on a pu en avoir, ferment les portes derrière eux. Nous l'avons vécu ça aussi. Nous avons vécu des Noirs qu'on a fait nommer et qui après ne reconnaissent même plus qu'ils sont Noirs, hein, qui disent qu'ils sont arrivés là grâce à leur extraordinaire talent, alors que c'est moi qui portais les dossiers dans les chaînes de télé. Parlez de qui? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne puisse pas citer nos amis vivants, nos frères vivants. Mais ils se reconnaissent. Et tout le monde les connaît. Et malheureusement, nous avons perdu Jacques il y a mercredi dernier, hein, il y a quelques jours, on l'enterre demain. Ce dimanche, la communauté noire de France, afro-caribéenne, lui a rendu un grand hommage. Il y a eu des tambours, des roulements de tambours, de Ménil montant la Villette, puisqu'il a été président de la Villette par la suite. Vous voyez, ça c'est une victoire du collectif également. C'est le premier Noir à être président de la Villette. Et puis il y a eu cet hommage avec les Sidiki Bakaba, et puis Luc Saint-Éloi, et puis d'autres artistes venus de partout, qui ont lu des poèmes, qui ont chanté, qui ont joué du saxophone, qui ont rappelé Manu Dibango, qui était aussi un des porte-parole du collectif Égalité. Où j'en suis avec ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et à chaque fois, je fais ce que j'ai à faire, et j'observe ce qui se passe et ce que le monde devient. Alors justement, la France, que devient-elle? Quel regard portez-vous sur la France d'aujourd'hui? La France d'Emmanuel Macron. Et accessoirement, craignez-vous l'éruption au plus haut sommet de l'État de l'extrême droite en France en 2027? Nous en prenons le chemin. Parce que parmi les hommes qui tiennent un discours qui soit un peu rassembleur pour tous les Français, parce que la France n'est plus que blanche, elle est multiraciale, multiculturelle. Il y a de Villepin, mais apparemment, c'est pas très bon. Ils ont caricaturé l'extrême, enfin, la gauche. Mélenchon, ils l'ont caricaturé à l'extrême pour qu'on ait peur de lui. Or, en ce que je vois, je ne dirais pas ce qui me concerne, je dirais que ce serait le meilleur des remplacements. Parce que nous avons déjà tout expérimenté. Aujourd'hui, on ne sait même plus si on est à gauche, si on est à droite, si on est au centre, si on est en haut, si on est en bas. La France est perdue dans elle-même. Elle est perdue parce qu'elle croit défendre des choses qu'elle ne peut même plus défendre. Elle est perdue parce qu'elle veut mener encore un train de vie qu'elle n'est pas capable de mener. Elle est perdue parce qu'elle ne se recentre même pas sur elle-même pour trouver des solutions. On n'a pas la force d'aller nous occuper. Vous savez, à un moment donné dans l'histoire des peuples, il y a des moments où on n'a plus la force d'aller s'occuper des autres. On n'a que la force de s'occuper de nous-mêmes. Or, aujourd'hui, tous les services publics, il n'y en a pratiquement plus. Les hôpitaux sont très affaiblis. Je parle en femme française depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire le service public d'il y a 30 ans. Si vous la voyez quelque part, appelez-moi. Vous allez attendre dans les urgences pendant des heures et des heures et des heures. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a quelque chose qui se déstructure petit à petit, une dévalorisation de ce que nous sommes nous-mêmes. Je vais prendre par exemple le cas de la francophonie que j'ai beaucoup défendu, que j'aime beaucoup. On a été jusqu'à prendre quelqu'un qui ne parlait même pas le français pour être le symbole de la francophonie. C'est pour vous dire le reniement. Des Affaires étrangères du Rwanda. C'est pour vous dire le reniement de soi, la peur de soi, ou la confusion de soi. La confusion de soi. Voilà ce que nous avons fait. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme 1 million de fois. Et comme je ne suis pas écouté, je les observe. Avant de tourner, vous avez dit que ça ressemblait à une forme de malédiction et que ça avait quelque chose à voir avec l'Afrique.
Oui, c'est-à-dire, oui. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine façon, même si la France se fracassait déjà depuis 30, 40 ou 50 ans, il y avait déjà une espèce d'effritement des valeurs, voilà. Le tournant a eu lieu vraiment en 2010-2011. Je parle là par rapport à la francophonie et à l'Afrique, qui était quand même un des secteurs les plus importants du rayonnement de la France. La France va perdre avec la mort de Kadhafi et l'arrestation de Gbagbo tout ce qu'elle incarnait, c'est-à-dire le pays de la liberté, des droits de l'homme. On a eu l'impression qu'elle marchait elle-même sur ses propres valeurs. Et quand un pays marche sur ses propres valeurs, c'est un pays qui perd. Et la France, à ce moment-là, avait marché sur ses propres valeurs. Et tout le monde l'a vu marcher sur ses propres valeurs. Et beaucoup ne l'ont plus respecté à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que l'image dégradée de la France d'aujourd'hui en Afrique ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de cet instant-là-bas. C'est-à-dire, les gens ont dit, mais c'est quoi ce pays où on passe? Ah ben la démocratie, parle de la démocratie, tiens, ils bombardent un pays, et tiens, ils vont arrêter un président dans son palais, tiens, ils vont tuer un président ailleurs. Et tout ça, c'était en direct à la télé. C'est pas des histoires cachées, comme dans les années 60. Et donc, du coup, il y a eu un effritement de la France aux yeux des jeunes Africains, oui. Et tout son malheur, une bonne partie de son malheur, vient de cet instant, de ces deux instants-là, c'est-à-dire la Libye de Kadhafi et la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Alors, les parents ont mangé des figues vertes et les dents des enfants sont irritées. Finalement, Emmanuel Macron n'est que celui qui hérite de cette situation. Oui, Emmanuel Macron n'est pas responsable de ce qui se passe là. On lui a filé dans les mains quelque chose qui était déjà complètement en état de pourrissement. Il a essayé de boire, il s'est agité parce que bon, c'est un enfant surdoué, j'imagine, qui aime s'agiter, qui connaît beaucoup de choses. Donc il a essayé, au lieu de rester calme, de se dire mais il se passe quoi? Un jeune homme qu'il est, plein de fougue, il s'est dit ben, je vais essayer de redresser la barre. Non, mais plus il essaie de redresser cette barre, plus la barre se pliait. Donc c'est pas de sa faute. Il a trouvé une situation. Et ceux qui essaient de tout lui mettre sur le dos ont tort de le faire. Il a essayé de tenir un pays qui avait déjà beaucoup perdu de sa grandeur, du fait de ses prédécesseurs, oui. Que ça soit même au Mali, que ça soit même, il n'est pas responsable de tout ça, lui. Même aujourd'hui, sur des questions comme l'Ukraine ou des questions comme le Proche-Orient ou même des questions comme les accords commerciaux avec les États-Unis, la France, on a l'impression qu'elle n'a plus de voix du tout au-delà de l'Afrique. Non, elle n'a plus de voix du tout. Et en fait, c'est grâce à cette Afrique-là qu'elle pouvait aussi avoir une voix auprès de ses partenaires européens ou américains autres. Donc, en ayant perdu cette espèce d'aura, cette Afrique qui l'apportait, qui l'aidait, qui l'aimait aussi, parce que nous partagions des valeurs aussi communes, hein. C'est pas seulement une question de langue, hein. La France a commis les plus grosses erreurs de sa vie. Moi, je me souviens d'une époque, je disais en permanence ici en France qu'il fallait créer un passeport aux francophones, mais vraiment francophones. Ils ne l'ont pas accepté. La France aurait créé cette espèce de fraternité que je demandais. Tout le monde serait peut-être bien, parce que chacun apporterait ce qu'il sait faire. On aurait tous évolué. La France ne serait pas en train de ne pas avoir un taux de chômage, je ne sais pas à combien c'est. La France ne serait pas en complète... Elle aurait même été gagnante dans ce que je proposais. Mais, vous savez, les égoïsmes, le racisme aussi, la non-vision de ce qu'on pourrait appeler de l'altérité peut expliquer que beaucoup de Français ne voyaient pas l'intérêt d'être vraiment des frères des Africains. Parce que de tous ces mondes, que ce soit les Américains, c'est pas une question de couleur de peau. Or, ils se sont focalisés sur la couleur de la peau. Ils ont pensé que les Ukrainiens sont plus proches d'eux que les Africains. Les Ukrainiens n'ont pas votre culture, monsieur. Les Africains ont lu Baudelaire. Ils ont lu Voltaire, qu'ils aiment beaucoup.